Surnommé Scarface, l'un des plus célèbres gangsters américains du XXe siècle. Il fait fortune dans le trafic d'alcool de contrebande durant la Prohibition dans les années 1920. Parrain de la mafia de Chicago. Voici l'histoire d'Al Capone. Al Capone, de son vrai nom Alphonse Gabriel Capone, est surnommé Scarface, est le plus célèbre des gangsters américains du XXe siècle. Il fait fortune dans le trafic d'alcool de contrebande durant la Prohibition dans les années 1920 où il devient très célèbre. Personnage emblématique de l'essor du crime organisé dans les États-Unis de la Prohibition, il a contribué à donner au Chicago des années 1920 et 1930 sa réputation de ville sans foi ni loi. Parrain de la mafia de Chicago de 1925 à 1932, un conflit avec le North Side Gang cause à la fois le succès et la chute de Capone, dont le règne se termine à l'âge de 33 ans. Enfance et jeunesse. Ses parents sont originaires de Naples. Fuyant la misère de leur pays natal, ils vont, comme beaucoup de leurs compatriotes, tenter leur chance en espérant réaliser le rêve américain. Son père, Gabriele, est barbier dans la ville italienne de Castellammare di Stabia. Il devient d'abord caissier dans une épicerie, puis réussit à ouvrir un salon de coiffure qui fait aussi office de barbier. Sa mère, Teresina Capone, née Bandiera Raiola, est une couturière catholique très croyante, originaire de la ville d'Angri dans la province de Salerne. Ils arrivent à New York en 1893 avec 2 enfants en bas âge et un 3e à venir, Vincenzo, Raffaele et Salvatore. Al Capone est le 4e d'une fratrie de 9 frères et sœurs qui le suivront presque tous dans ses activités criminelles. La famille de Capone émigre brièvement au Canada avant de revenir s'installer en 1894 dans l'arrondissement de Brooklyn à New York, dans un appartement vétuste au 95 Navy Street, dans le quartier près du chantier naval de New York Navy Yard. Alphonse Capone déménage plusieurs fois avec sa famille au cours de son enfance, restant néanmoins toujours à New York. Gabriele Capone est naturalisé américain en 1906. Malgré de bons débuts scolaires dans des écoles paroissiales catholiques pour immigrer à la discipline stricte, Alphonse quitte l'école à 14 ans après avoir frappé un professeur. Sa famille ayant déménagé au 21 Garfield Place, un de ses voisins, Johnny Torrio, un patron de la pègre qui contrôle la loterie du quartier italien, ainsi que plusieurs bordels et tripots, et pour qui il a déjà accompli de petites missions, devient son mentor. Adolescent, il effectue de petits boulots, cireur de chaussures, commis dans une confiserie, coupeur de papier, etc. et rejoint des petites bandes du quartier qui se livrent au vol, aux raquettes et aux paris clandestins. Les Brooklyn Rippers, éventreurs de Brooklyn, les 40 Thieves Juniors, 40 voleurs juniors, les Bowery Boys, garçons clochards, puis plus tard le célèbre 5 Points, le gang des 5 points. Ce gang est dirigé par Frankie Yale, un des maîtres de la pègre new-yorkaise. Torrio, qui est parti à Chicago en 1909, a présenté Capone à Frankie Yale. Celui-ci l'engage comme barman et videur dans son bar le Harvard Inn qu'il dirige sur Coney Island. Al Capone a 18 ans. C'est au cours d'une dispute avec un client, Frank Galaccio, un mafieux local, dont il avait par inadvertance insulté la sœur à la porte d'une discothèque dont il était un des videurs, qu'il se fait entailler au rasoir la joue gauche. Ces 3 cicatrices lui vaudront son surnom de Scarface. Lorsqu'il sera par la suite photographié, Capone cachera le côté gauche de son visage balafré et prétendra que ces cicatrices étaient des blessures de guerre. Capone s'excusera auprès de Galaccio à la demande de Yale. Plus tard, il en fera son garde du corps. Le 30 décembre 1918, il épouse une femme d'origine irlandaise du nom de May Coughlin, dont il vient juste d'avoir un fils, Albert Francis Capone, dont le parrain est Johnny Torrio.
Voulant un emploi respectable pour sa famille, il déménage pour Baltimore où il a trouvé un emploi de comptable pour la firme de construction de Peter Aiello. Mafia de Chicago. Le père d'Al Capone meurt le 14 novembre 1920 d'une maladie cardiaque à l'âge de 55 ans. Selon Bear Green, la mort de son père met fin à la carrière légale d'Al Capone. La disparition soudaine de l'autorité parentale coïncide en tout cas avec l'abandon de sa carrière de comptable par le jeune Capone. Torrio le contacte, lui indiquant que Chicago est un terrain quasiment libre, et il l'invite à le rejoindre sur place. C'est à Chicago que Capone, collaborant avec Torrio, commence son ascension vers les plus hautes sphères du crime organisé. À l'arrivée d'Al Capone, l'organisation de Torrio est déjà une affaire très rentable, rapportant 10 millions de dollars par an grâce à la bière, aux jeux et à la prostitution. Le gang compte entre 700 et 800 hommes. Al Capone commence en bas de l'échelle comme rabatteur à l'entrée d'une maison close. C'est probablement là qu'il rencontra Jake Guzik, membre d'une famille juive s'occupant de proxénétisme. Ils se lièrent rapidement et Guzik devint le trésorier de l'organisation. L'estime que Capone porte à Guzik se remarque en 1924 lorsqu'un braqueur nommé Joe Howard fait une remarque antisémite en leur présence. Capone l'abat sur le champ de 6 balles devant témoins dans un saloon de South Wabash Avenue. Capone fut interrogé par le procureur adjoint de l'État, William McSwiggin, mais relâché faute de preuves. Tous les témoins semblaient soudainement souffrir de troubles de la mémoire. En 1922, Capone, qui a fait la preuve de ses bonnes dispositions, devient le bras droit de Torrio. Il est rejoint par son frère Ralph. Al Capone devient patron du 4-2 et associé de Torrio. Il reçoit un salaire de 25 000 $ par an. En 1923, poussé par l'élection de William E. Dever, un maire peu coopératif qui avait fait fermer 7000 bars clandestins, Torrio et Capone déplacent leur quartier général du 4-2 jusqu'à Lawthorne Inn à Cicero, dans la banlieue de Chicago et donc hors de la juridiction du maire de Chicago. Ascension d'Al Capone. En 1925, Torrio est grièvement blessé au cours d'une fusillade et décide de prendre sa retraite dans son Italie natale, abandonnant les commandes à Capone. La guerre impitoyable que celui-ci livre alors à ses adversaires Bugs Moran et Jaime Weiss, ainsi que l'instauration sous sa férule d'une corruption organisée des autorités locales, lui assure une renommée internationale. En 1925 commence le règne d'Al Capone sur Chicago. La mafia américaine, dirigée en majorité par des Italo-Américains, émerge en puissance dans les villes importantes des États-Unis grâce à la prohibition. Al Capone, maître de Cicero. Le premier défi auquel Capone doit faire face, la prise en main de la ville de Cicero, commune limitrophe de Chicago. L'occasion se présente lors de l'élection municipale de 1924 qui oppose le démocrate Rudolf Hurt et le républicain Joseph Z. Klenga. L'élection a lieu le 1er avril. Al Capone met tout le poids du syndicat dans la balance pour favoriser Klenga. Il installe toute sa famille à Chicago et ses frères Ralph et Frank, ainsi que son cousin Charlie Fischetti, aident à la campagne musclée en faveur de Klenga et des autres candidats soutenus par les gangs. Ils sont assistés dans cette tâche par 200 hommes de main installés autour des bureaux de vote afin de terroriser les électeurs. Dans les circonscriptions traditionnellement démocrates, ils vont jusqu'à vider les urnes pour les bourrer de bulletins de leurs candidats. La violence de ces opérations et la rumeur de la fraude remontent jusqu'au juge du comté, Edmund J. Jarecki, qui déploie une force de 70 policiers en civil et en voiture banalisée, ayant ordre d'aller chercher les responsables à Cicero. La première personne qu'ils aperçoivent en passant devant la centrale électrique est Frank Capone, frère d'Al. Ils freinent et sortent de leur véhicule. Croyant à l'attaque d'un gang rival, Frank tente de sortir son arme, mais il est littéralement coupé en deux par la décharge de plusieurs fusils. Les policiers vident leurs armes sur son cadavre et le laissent là. Frank Capone
avait 29 ans. Le gang lui organise de superbes funérailles dans un cercueil plaqué argent et la petite maison Capone sur South Prairie Avenue est décorée de 20 000 $ de fleurs. Al Capone est à présent le maître de Cicero. L'empire d'Al Capone. Le Lexington Hotel à Chicago. Les bureaux d'Al Capone, surnommés le Château Capone, photographiés dans le début des années 1990. Il fut démoli en 1995. Al Capone bâtit alors un véritable empire. La base des opérations est l'Hawthorne Inn à Cicero. L'attaque qui a coûté la vie à Frank Capone a pour conséquence la sécurisation de l'endroit. Des hommes armés montent la garde dans le hall. Des volets blindés sont posés aux fenêtres. Al Capone contrôle à présent 161 bars clandestins et 150 tripots à Cicero. L'un d'entre eux, l'Hawthorne Smoke Shop, situé dans Hawthorne Inn, rapporte 50 000 $ par jour. Il possède aussi 22 maisons de passe, ne se sentant plus lié à l'accord passé avec les O'Donnell. Ce sont des établissements de dernière catégorie où les filles se vendaient pour 5 $ et où les clients attendent assis sur des bancs de bois. Le chiffre d'affaires de l'empire d'Al Capone avoisine les 105 millions de $ par an, mais les coûts de fonctionnement sont élevés. Les pots de vin à la police représentent 30 millions à eux seuls. Malgré tout, les bénéfices restent colossaux. Les hommes travaillant pour Capone gagnent environ 250 $ par semaine. Comparés aux employés de la Western Electric, ils sont riches. Al Capone, à 25 ans, porte des costumes à 5 000 $. Il continue donc à prospérer des années durant, éliminant sur son passage plusieurs adversaires, tels que Dion O'Banion et Hymie Weiss. De 1925 à 1932, au plus fort de la prohibition, Al Capone est le patron de l'industrie du vice à Chicago. Il a amassé une fortune immense. Ses revenus annuels ont atteint 105 millions de $ de l'époque grâce à l'exploitation de speakeasies, des bars clandestins, de jackpots, de lupanars, de boîtes de nuit, de poissonneries et de boucheries et à ses activités dans le milieu. Ces méthodes d'intimidation sont telles que, faute de témoins à charge, il n'est jamais poursuivi, même pour des crimes notoires. En 1927, à la suite du procès opposant Sullivan, un gangster opérant dans la vente d'alcool illicite, au ministère public des États-Unis, la Cour suprême fait passer une loi autorisant le fisc à taxer les revenus de la vente illicite d'alcool au même titre que n'importe quel autre revenu. La loi devint vite une arme puissante contre les trafiquants. Ils peuvent à présent être envoyés en prison pour fraude fiscale s'ils ne déclarent pas la totalité de leurs revenus. En revanche, s'ils les déclarent, ils admettent eux-mêmes leur participation à des activités illégales. Le bureau du procureur fédéral à Chicago estima alors à 105 millions de $ le chiffre d'affaires de l'organisation de Capone au titre du trafic d'alcool, du jeu, du proxénétisme et des rackets sur lesquels personne n'avait payé d'impôts. Une loi qui pouvait défaire l'empire d'Al Capone. Al Capone a alors un train de vie très dispendieux et emprunte souvent de fausses identités. Il est donc difficile de l'inculper. Le massacre de la Saint-Valentin. Al Capone a plusieurs adversaires. L'un d'eux, Bugs Moran, dirigeant un gang à majorité irlandaise appelé Northside Gang, est particulièrement tenace. C'est pourquoi en 1929, l'équipe d'Al Capone met en place une opération probablement imaginée par Jack McGurn dans le but d'éliminer Bugs Moran et les membres clés de son gang des quartiers nord. Al Capone quitte Chicago pour la Floride, laissant l'exécution du plan à la charge de McGurn, se taillant pour sa part un alibi parfait. Le quartier général de Moran était le garage de la SMS Carthage Company. Al Capone doit être certain que Moran et ses hommes sont tous réunis avant d'agir. Pour amorcer le piège, il demande à un braqueur de cargaison de Détroit de proposer à Moran de lui vendre un camion de whisky de contrebande du Canada. Moran accepte de l'acheter et demande qu'on lui amène le camion au garage à 10h30 du matin, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. À l'heure dite, en lieu et place du camion,
ce sont 3 hommes portant l'uniforme de la police de Chicago et des mitraillettes Thompson qui se présentent accompagnés de 2 hommes en civil. Leur voiture traverse la porte du garage. Il y a là 7 personnes, 6 membres du gang et un responsable oculiste de Chicago dont le seul crime est d'aimer fréquenter les gangsters. Les membres du gang ne s'en inquiètent pas outre mesure, pensant à une simple descente de police. On leur ordonne de s'aligner face au mur. Puis les policiers, en réalité des hommes de Capone, ouvrent le feu, les tuant tous. Les experts en balistique retrouvent par la suite entre 80 et 100 balles de calibre 45. Bugs Moran, le chef du clan visé par l'attaque, mais qui miraculeusement ne s'était pas trouvé sur les lieux au moment du massacre, déclara « Seul Capone tue des gens comme cela ». Rapidement exagéré par la presse de l'époque, le massacre de la Saint-Valentin connaît un retentissement immédiat et démontre la violence d'Al Capone qui jusque-là bénéficiait d'une bonne image. Ennemi public numéro 1. La première arrestation d'Al Capone est en fait arrangée. Pour calmer l'opinion publique à la suite de la publicité du massacre de la Saint-Valentin, il est décidé de lui donner une peine d'au moins 1 an. Al Capone accepte cette mise à l'abri, car il a déjà fait l'objet de plusieurs tentatives de meurtre de la part de ses concurrents et il y a alors encore de nombreux contrats contre lui. Al Capone et Hoff, le chef d'un poste de police de Chicago, se mettent d'accord pour une inculpation pour port d'armes illégales. Condamné à 9 mois de prison en août 1929 dans le Eastern State Penitentiary, il fait arranger sa cellule de façon luxueuse, moquettes et meubles anciens. Il est libéré après 10 mois de prison. Chaque policier ayant procédé à l'arrestation de Capone reçoit $10,000 pour sa capture. Plusieurs manifestations anti-prohibition se mettent en place et l'opinion publique, à la suite du massacre de la Saint-Valentin, a changé face à la mafia. Avant le massacre, les syndicats du crime jouissaient d'une popularité importante. Procurant de l'alcool aux gens malgré la prohibition, ils avaient le soutien populaire. Mais le massacre sanglant choque l'opinion publique. Les manifestations anti-prohibition et anti-mafia se succèdent. En 1930, alors que l'abrogation de la prohibition se profile, un associé de Capone, Murray Humphreys, suggère une autre source de revenus. Il a remarqué que les marges sur le lait sont plus importantes que sur le whisky de contrebande et le marché plus important puisque les enfants en consomment. Al Capone apprécie cette idée. Humphreys fait enlever le président du syndicat local des livreurs de lait et utilise les $50,000 de sa rançon pour monter sa propre entreprise de livraison, Meadowmoor Dairies, et miner la concurrence en employant des chauffeurs non syndiqués. Les prix baissèrent et Meadowmoor détient un monopole de fait sur ce marché. La soupe populaire. À 31 ans, Al Capone est l'homme le plus puissant de Chicago. Son revenu net tiré des rackets et du proxénétisme est estimé à $6 millions par semaine. Pourtant, c'est le début de la grande crise des années 1930. Partout dans le pays, des entreprises font faillite et des sommes folles sont englouties par la bourse qui s'effondre le 23 octobre 1929, entraînant à sa suite les marchés financiers du monde entier. Début 1931, alors que la crise s'aggrave, des milliers de chômeurs se retrouvent dans les rues de Chicago. Al Capone saisit l'occasion de combattre son image d'ennemi public numéro 1 et ouvre une soupe populaire sur South State Street pendant les mois d'hiver. Le jour de Thanksgiving, il donne alors à manger à plus de 5000 personnes. Ces preuves de bonne volonté aident à améliorer son image auprès du peuple américain, mais ne calment en rien le fisc qui se demande d'où provient l'argent. La fin d'Al Capone. Le gouvernement fédéral ayant renforcé la répression en matière fiscale, Elliot Ness, agent du bureau de la prohibition, secondé de ses incorruptibles, ainsi que Frank J. Wilson, agent du service des impôts, entrent en action. L'administration fiscale et la police, qui enquêtent sur Al Capone, ont déjà arrêté son frère Ralph Capone et le financier de son organisation, Jake Guzik, pour fraude fiscale,
ne sont toujours pas en mesure de prouver ni ses meurtres, ni ses trafics d'alcool, ni ses rackets. Les enquêteurs se concentrent donc sur les dépenses de ce dernier, les comparant méticuleusement à ses revenus déclarés. Le fisc enquête aussi dans les boutiques de Chicago et de Miami pour calculer le prix de ses meubles, de sa vaisselle et même de ses sous-vêtements. Après des centaines d'interrogatoires, il est clair que ses revenus sont bien plus importants que ceux qui étaient déclarés. Ses revenus nets furent chiffrés en 1924 et 1929 à 1 035 654 $ et 84 cents, soit 215 080,48 $ d'impôts. Comprenant qu'il sera arrêté pour des raisons fiscales, Al Capone a envoyé un avocat depuis plus de 2 ans pour négocier avec le fisc. Mais le fisc reste ferme en lui demandant de payer la totalité des sommes dues. Al Capone refuse. Le 5 juin 1931, il est inculpé pour fraude fiscale. L'acte d'accusation comporte 21 chefs d'accusation rédigés sur 3680 pages dactylographiées. Ayant à répondre d'accusations de fraude fiscale et d'infraction aux lois sur la prohibition, le juge James Herbert Wilkerson refuse le plaidé coupable des avocats qui espèrent tirer d'affaire leurs clients grâce au paiement d'une caution, cette procédure étant selon lui impossible dans un tribunal fédéral. Mais après le rejet de la requête de l'avocat, changement de stratégie d'Al Capone qui plaide finalement non coupable. Et c'est aussi l'échec d'une tentative de subornation de jury, ce dernier étant échangé avec celui d'une autre affaire au dernier moment. Le procès de l'ennemi public numéro 1 débute le 6 octobre. Il est déclaré par le jury coupable sur 3 chefs d'accusation le 17 octobre et le juge Wilkerson, le 24 octobre, condamne Al Capone à 17 années de prison, dont 11 ans ferme, 50 000 $ d'amende et à 30 000 $ de frais de justice. 8 jours avant son arrestation, il distribue à ses principaux lieutenants des chèques de 4 500 à 327 000 $. La libération sous caution est refusée et Al Capone est transporté à la prison du comté de Cook, puis, une fois son appel rejeté, transféré le 4 mai 1932, escorté par Eliot Ness à la prison d'État d'Atlanta, d'où il peut alors continuer à gérer ses affaires. Placé en détention le 19 août 1934 dans la prison d'Alcatraz, il est alors soumis à un régime plus sévère et placé à l'isolement, notamment dans un cachot pour avoir tenté de soudoyer un gardien, éliminant ainsi toutes ses possibilités d'action. En raison de la fin de la prohibition et de l'absence de son chef, l'empire qu'Al Capone a édifié est englouti par ses successeurs. Atteint de syphilis depuis sa jeunesse, l'état d'Al Capone s'aggrave en détention, évoluant sous la forme d'une neurosyphilis qui détériore sa santé physique et mentale. Le traitement à la pénicilline n'existant pas à l'époque, les médecins du centre pénitentiaire pratiquent sur Capone la malaria-thérapie. Après avoir été poignardé dans le dos par un codétenu, il est envoyé le 6 janvier 1939 à Terminal Island, près de Los Angeles, puis transféré à Lewisburg Prison le 13 novembre pour y être rendu à sa famille. Il est libéré sous condition le 16 novembre 1939. Le 21 janvier 1947, dans sa propriété de Palm Island à Miami Beach, Al Capone est victime d'une apoplexie qui lui fait perdre connaissance. 3 jours après, dans le coma, il contracte une pneumonie. Il meurt le lendemain, le 25 janvier 1947, d'un arrêt cardiaque. Al Capone est d'abord inhumé sur le Mount Olivet Cemetery à Chicago auprès de son père Gabriele et de son frère Frank. Mais en mars 1950, ses cendres sont transférées au cimetière Mount Carmel près de Chicago où reposent de nombreux gangsters. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé toute la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si cet épisode vous a plu. N'oubliez pas non plus de laisser un pouce bleu et surtout à commenter. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans Les criminels et gangsters d'hier.